Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo. Ça fait longtemps que j'ai pas repris la caméra. Oui, ce sera peut-être pas écoulé beaucoup de temps entre la dernière vidéo et maintenant, puisque c'est un nouvel épisode du projet Chiron. Là, je vous parle, nous sommes le 24 mars. La dernière fois que j'ai pris la caméra, c'était comme quelque chose comme 26 novembre. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Je vais essayer d'être un peu plus organisée dans ma façon de vous présenter les choses, puisque j'ai plus de recul que si je l'avais fait comme je l'ai fait en début d'année sur le vif. Et il me semble que je vous partageais dans les derniers rushs de très bonnes nouvelles concernant donc des immersions qui arrivaient. Et il se trouve que ça ne s'est pas arrêté là. Donc du coup, cet épisode, j'aime bien parler en mode épisode, cet épisode va être dédié aux immersions. Déjà, je vais récapituler ce que j'avais déjà fait. Donc, j'ai suivi des médecins et des infirmiers dans leur journée dans un centre de soins non programmés pour la gestion d'urgences non vitales. C'était déjà hyper intéressant. En fait, globalement, tout ce que j'ai fait a été hyper intéressant et m'a apporté beaucoup. Ça, c'était sur l'année 2023. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça. En 2024, j'ai fait une demi-journée dans un cabinet de cardiologie où on m'a expliqué comment se passait l'interrogatoire et l'examen clinique. J'ai fait ensuite 2 jours en pharmacie. Il me semble que je vous ai laissé en vous disant que j'avais 2 immersions en cabinet de médecine générale qui étaient prévues. Je ne suis pas certaine de vous avoir repris après mon échange avec le docteur en chirurgie cardiaque que j'ai rencontré. Ça, je vous avais parlé de cette rencontre, mais je ne vous avais pas forcément parlé de ce qui en était ressorti. Il se trouve qu'elle m'a proposé de se joindre à elle sur un bloc de chirurgie cardiaque et thoracique, donc une chirurgie à cœur ouvert avec une machine cœur-poumon. C'était le remplacement d'une valve aortique et c'était une expérience... j'ai envie de dire complètement lunaire quand on n'est pas du tout dans le milieu médical et qu'on ne vit ce milieu qu'en tant que patient. Passer de l'autre côté, c'est juste exceptionnel. On va commencer par détailler un peu celui-ci. J'appréhendais un peu. J'ai eu très peu d'informations, elle m'a juste dit rejoins-moi à telle heure, à tel endroit. Je savais pas comment ça se passait pour s'habiller, est-ce que j'aurais une tenue stérile. Enfin, honnêtement, je n'avais aucune idée de comment ça se passait. En plus, on est dans une situation où on n'ose pas en demander trop parce que c'était quelqu'un d'assez... c'est quelqu'un, cette docteure d'assez... ça va droit au but, ça traîne pas, voilà. Donc j'osais pas poser des questions qui auraient pu paraître bêtes. Autant poser des questions bêtes sur vraiment l'opération en tant que telle, sur des aspects vraiment médicaux. Ok, parce que c'est pas mon job, donc pour le coup, là-dessus, elle a toujours répondu à toutes mes questions et c'était top. Par contre, voilà, des questions un peu plus pragmatiques, j'ai eu plus de mal. Heureusement que j'ai mon ami, coucou, parce que je sais que tu vas passer par là, qui a fait ses études de médecine, et donc qui est passé par des stages en chirurgie, qui a pu me donner quelques grands conseils. Donc prenez des bas de contention. Voilà, mangez bien avant, mais pas quelque chose non plus qui vous rende malade. En gros, l'idée c'est juste d'être le plus stable possible parce qu'on assiste à des choses qui sont pas... que tout le monde ne voit pas et avec lesquels tout le monde n'est pas à l'aise. En ce qui me concerne, ça s'est super bien passé, l'équipe était au top. Donc il y avait l'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste, la chirurgienne, un interne et 2 infirmières de bloc, je crois, plus du coup les 2 personnes qui étaient chargées de la machine cœur-poumon, parce qu'on n'oublie pas qu'il faut faire fonctionner ce corps qui est en train de se faire opérer. Ils ont été tous super attentifs, en particulier l'anesthésiste parce que j'étais placée en fait à la tête du patient, donc il était à côté de moi et il a même essayé un peu de me distraire au moment où il y avait la scie circulaire, voilà, pour ouvrir le thorax. Ils ont fait attention à ce que déjà que je fasse pas de malaise. Ils m'ont demandé est-ce que ça va, comment tu te sens, etc. Ils m'ont fait prendre un marchepied pour que je puisse ensuite bien voir, j'imagine, une fois qu'ils ont vu que ça se passait bien. Pour moi, aucun problème. Honnêtement, j'appréhendais un petit peu, j'avais peur de vraiment mal réagir à la vue des organes, du sang, des fluides. Enfin voilà, c'est des choses assez impressionnantes à voir. Mais tout est tellement maîtrisé, tout est tellement méticuleux que en fait pas du tout. Franchement, moi en tout cas, en ce qui me concerne,
ça s'est très bien passé. Je pense que ce qui aide beaucoup, et ce qui est en même temps un peu choquant quand on y repense, c'est le fait que finalement le patient, on ne le voit pas. On le voit quand on arrive dans la salle, mais il est déjà endormi. Et il y a une forme de vulgarité, je trouve, de ce corps complètement, j'ai envie de dire, déserté, presque complètement inconscient, voilà, qu'on va du coup déplacer pour qu'il soit... Enfin, en fait, on met des petits coussins pour éviter qu'il y ait des escarres pendant l'opération. Il y a des opérations qui peuvent durer très longtemps. On bloque aussi ses membres pour pas que ça bouge, que ça tombe à cause de la gravité ou d'un mouvement. Pas d'un mouvement du patient, du coup, parce que lui, il bouge pas du tout. C'est très impressionnant, mais après, en fait, il est complètement recouvert de draps, sauf la partie opérée, qui est en gros de la taille d'une feuille A4. Voilà, même, ouais non, c'est ça, en gros, globalement, il n'y a que ça, même pas, je pense, qu'on voit, et donc ça déshumanise complètement la personne qu'on est en train d'opérer, enfin, je dis on, la personne qui est en train d'être opérée, c'est plus vraiment une personne en fait, c'est vraiment une surface de taille A4 sur laquelle on travaille. Ça devient presque juste un métier, enfin juste, je dis bien juste, mais c'est un métier ultra technique, il faut des années d'études, et, enfin je veux dire, ils ont la vie de quelqu'un entre leurs mains, mais quand on enlève vraiment la partie humaine, finalement c'est de la haute précision, de la haute couture, j'ai envie de dire, et c'est presque tout, voilà. Super impressionnant donc d'assister à ce genre de choses. J'en ai conclu, parce que finalement c'est ça qui importe, que la chirurgie c'est pas tellement quelque chose qui m'intéresse, en tout cas pas ce type de chirurgie, la chirurgie d'organes vue comme ça, là ça m'a pas, voilà, ça m'a pas plu plus que ça. C'est impressionnant, c'est extrêmement fort, enfin en termes technologiques, tout ce qu'on arrive à faire, c'est passionnant. Mais je pense pas que ce soit ce qui me fasse, ce qui m'intéresse particulièrement moi. Avant ça, j'avais eu l'occasion, avec cette même docteure, de faire, le jour même de l'entretien d'ailleurs, une après-midi de consultation avec elle. Là aussi, c'est hyper intéressant. Alors, les chirurgiens, elle en tout cas, fait très peu de consultations sur une semaine, puisqu'il y a des très gros délais sur les opérations. Et donc en fait, plus elle voit de patients en amont des opérations, plus ça veut dire qu'elle bookerait son planning d'opération, et donc en fait ça ferait encore plus de retard pour les gens qui arriveraient après. Donc en fait elle limite vraiment à l'entrée pour être sûre de pouvoir opérer toutes les personnes qu'elle voit. En tout cas dans des délais raisonnables, parce qu'on parle de chirurgie cardiaque, on ne parle pas de petites opérations, on parle vraiment de gens qui arrivent ici avec un pronostic vital pas ouf quoi. On va dire que elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que dans l'idéal absolu, si elle avait les clés pour tout, toutes les personnes qu'on a vues ensemble, elle les aurait opérées dans les 15 jours. Voilà, sachant que le délai pour les opérations c'est 3 mois, c'est chaud. Autant la partie au bloc, ça m'a vraiment permis de voir la technicité, la précision, la rigueur, la force aussi mentale, physique, émotionnelle, tout ce qu'il faut pour être chirurgien. C'était impressionnant. Autant la partie de rendez-vous préopératoire, et on a fait aussi un de suivi avec un cœur artificiel que j'ai pu écouter, ça met en lumière, je trouve, les difficultés de l'hôpital public, les problématiques de disponibilité de blocs opératoires, de personnel, parce que ça demande énormément, déjà ça demande beaucoup de temps, une opération à cœur ouvert, puis ça demande aussi beaucoup de personnes, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ça c'était 2 expériences liées donc à la chirurgie cardio-thoracique qui étaient impressionnantes, qui m'ont apporté vraiment beaucoup. Et après ça, j'ai fait mon premier stage en cabinet de médecine générale. C'était là aussi absolument passionnant. J'ai passé une journée complète assise à côté de cette médecin. C'est des journées qui sont excessivement intenses, très dures. C'est un métier difficile. On dirait pas comme ça, hein, parce que vous et moi, j'imagine, on va chez le médecin. Et puis le rendez-vous, nous, on attend parfois 1 heure, 1 heure et demie, parfois plus quand il n'y a pas de rendez-vous. Parfois, on attend même quand c'est sur rendez-vous. Et puis pour un rendez-vous, en 15 minutes, c'est plié. Et je vous le souhaite, si vous n'avez pas de gros problèmes de santé, ça peut aller très vite. Sauf qu'en fait, quand on voit ça de l'autre côté, c'est une
des prises de décision dans le choix des questions qui sont posées pour pouvoir faire un diagnostic, pour pouvoir prescrire des médicaments. Tout ça, toutes les 2-3 minutes, il y a vraiment un choix à faire. Des changements de situation aussi, du coup toutes les 15-20 minutes, hein, dès qu'on change de patient, boum, il faut reprendre tout l'historique, comment est-ce qu'on connaît la personne, quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois. Alors bien sûr qu'il y a les dossiers qui servent à ça, mais ça suffit pas. Ça suffit pas à se remettre bien mentalement dans cet espace-temps qui est le temps du patient. J'ai trouvé cette médecin extraordinaire, elle n'a pas l'œil sur la montre, c'est aussi pour ça qu'il y a du retard, mais ça se sent dans la prise en charge. C'est pas quelqu'un qui va presser son patient. Moi, j'ai adoré cette journée. Par contre, j'étais lessivée. Alors, en sortant du bloc aussi, autant vous dire, le bloc c'est une épreuve physique, hein, même pour ceux qui observent. Et je suis rentrée, j'étais à plat, plus d'énergie, enfin migraine terrible, pas faim, enfin vraiment j'étais pas bien du tout. La journée chez le médecin généraliste, c'était un peu pareil, hein. J'ai vidé toutes mes batteries alors que, encore une fois, je ne faisais rien, j'étais assise à côté. J'ai eu la chance incroyable que tous les patients acceptent que je reste, parce que c'est quand même intime la relation d'un patient avec son médecin. Et j'ai pu vraiment me projeter sur ce type d'exercice qui m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, et j'utilise vraiment le mot vraiment, beaucoup. Ça m'a plu. Je me suis sentie fatiguée mais bien. C'est un métier qui est très polyvalent. On peut faire énormément de choses en étant médecin généraliste. Et juste être médecin généraliste dans son cabinet en faisant des journées aussi chargées, parce qu'on parle quand même de faire des journées du type 8h, 18h, sans pause, parce qu'elle a pris littéralement 30 minutes de pause pour déjeuner. Après il y a les trajets en voiture quand ils font des visites à domicile, et entre temps c'est quand il y a un peu de retard entre deux patients, c'est parce qu'il faut appeler le laboratoire pour demander des examens complémentaires, il faut appeler un patient pour lui dire qu'il faut faire ci et pas ça finalement compte tenu des résultats d'une radio. Enfin voilà, il n'y a pas de temps mort et le cerveau doit switcher en permanence. Et une fois arrivé 18h, la journée souvent ne s'arrête pas parce qu'il y a toute la partie vraiment plus administrative que moi j'ai pu voir du coup dans mes expériences professionnelles, puisque c'est en grande partie là-dessus que je travaillais. Voilà, c'est très dur comme métier, là aussi presque très physique et hyper challengeant. Ça c'était en décembre et j'ai enchaîné tout début janvier, ou toute fin décembre d'ailleurs, toute fin décembre parce que ça devait être le 30 décembre, je me suis rendue à Nancy, j'ai été accueillie par l'ancienne pédiatre donc de ma fille. Puisque moi j'étais très intéressée par l'aspect santé de l'enfant, en tout cas l'exercice qu'elle m'avait montré à moi en tant que maman de patiente, j'avais trouvé ça génial. J'ai passé la journée avec elle, les consultations sont un peu plus longues que pour les adultes. Il y a beaucoup moins de renouvellement d'ordonnances, par contre il y a beaucoup plus de tout ce qui est suivi du développement, ce qui est hyper intéressant. Il y a une grosse partie pédagogique qu'on retrouve aussi chez l'adulte, mais là peut-être que les patients sont un petit peu plus réceptifs parce qu'on leur parle de leur enfant quand même, donc sur la partie vaccination notamment, pourquoi il ne faut pas d'antibiotiques, etc. Le temps m'a paru un petit peu plus long, probablement parce que les consultations sont un petit peu plus longues. On a surtout vu, c'était l'hiver, hein, donc dans les deux cabinets j'ai vu de la grippe et des otites, voilà. Reste que j'ai trouvé ça plus doux peut-être. C'est en tout cas ce qui m'est resté de ces rencontres avec, ces rendez-vous-là avec des patients du coup de 0 à 16 ans. Quelque chose de plus doux, plus calme, un peu plus homogène aussi que dans l'autre cabinet où là c'était des adultes qui venaient. Alors il y avait beaucoup de problématiques psy par exemple, pas mal de personnes assez âgées, donc c'était de la surveillance sur des problèmes cardiaques. Donc voilà, deux expériences complètement différentes, enfin 3 même avec la chirurgie, mais qui m'ont énormément apporté. Et déjà je m'estimais excessivement chanceuse d'avoir pu observer, d'avoir pu m'immerger dans les quotidiens de ces 3 médecins. Et j'ai eu une autre opportunité. J'avais demandé au docteur en chirurgie cardiaque
si elle avait des contacts aux urgences. Parce que ça, c'est une autre partie de la médecine qui m'intéresse énormément, surtout après avoir fait des urgences non vitales. C'était de faire des urgences dans un service hospitalier aux urgences. Elle m'a dit que oui. J'ai été contactée très rapidement par un senior du service des urgences qui a été incroyable et qui m'a organisé 2 journées. Une journée au SMUR, donc pour les interventions, donc la régulation du SAMU, plus du coup des interventions terrain, et une journée aux urgences. Ces 2-là ont eu lieu en février, donc ça fait 1 mois à peu près. Je crois que ma dernière, ça fait 1 mois tout pile d'ailleurs. La première journée, c'était au SAMU. C'est très particulier parce que vraiment, j'ai débarqué, lui, il pouvait pas être là pour m'accueillir. Il avait dit qu'il préviendrait les personnes sur place, mais finalement j'ai bien senti que j'étais un peu un électron libre, un peu flottant. Les gens ils savaient pas trop quoi faire de moi, même s'ils étaient tous hyper accueillants. Et ça c'est un truc hyper important, c'est que dans cette démarche, j'ai toujours été très très bien reçue. Il y a personne qui m'a dit que c'était un projet idiot, que c'était stupide, que j'y arriverais pas. Non, tout le monde a été ultra encourageant. Et ça fait chaud au cœur. Et donc ils ont tous beaucoup répondu à mes questions, ils m'ont tous encouragée à en poser d'ailleurs. Donc pour la partie SAMU, j'ai passé une partie de ma journée à côté des assistants de régulation. Pareil, très intéressant, on voit la cadence infernale, on voit aussi, du coup j'étais en double écoute, j'avais un casque et on entend des choses. Il y a un gros manque selon moi d'éducation autour de l'usage des services d'urgence en France. Il y a quand même des gens qui appellent pour obtenir un rendez-vous chez un dermato par exemple pour quelque chose qui n'a absolument rien d'urgent ni de catastrophique et qui dure depuis très longtemps mais qui n'est pas douloureux, rien du tout. Voilà, vraiment ce type de choses. Il y a des patients qui appellent parce que visiblement ils sont un peu inquiets pour eux-mêmes, mais par contre une fois qu'on leur dit, qu'on leur donne des consignes, ils préfèrent se dire qu'en fait non, tout va bien et pas les respecter, c'est presque les plus inquiétants. Il y a aussi toute la logistique que j'ai pu observer sur le lancement des différents moyens de secours, donc les ambulances privées, les pompiers, les équipes d'intervention SMUR. Et il y a aussi, c'est le SMUR qui gère aussi les transferts entre les différents hôpitaux de la région quand il y a besoin. Pour ça, ils ont un hélicoptère. Pour les interventions aussi, mais du coup il y a des transferts qui se font en hélicoptère. Par exemple, là il y a eu des transferts depuis Lorient et depuis Vannes jusque Rennes. En ce qui me concerne, l'autre partie de la journée, je l'ai fait pour le coup à côté d'un médecin urgentiste, pareil avec double casque, puisque eux ils vont faire aussi beaucoup de conseils et ils vont voir s'il faut oui ou non déclencher les urgences, sachant que la régulation envoie soit vers les urgentistes, soit vers la médecine générale, puisqu'il y a aussi un poste de médecine générale sur la réponse à des questions de médecine générale et qui correspond plus à de l'orientation. Et je suis tombée sur une journée très calme, je pense. En même temps, c'était les vacances scolaires, il me semble. Je suis plus sûre. Et en fait, il n'y a pas eu de sortie SMUR sur ma journée. Voilà. Et tant mieux. C'est encore le mieux. Il n'y a pas eu de sortie et donc il n'y a pas eu d'accident de la route. Vraiment, il n'y a pas eu besoin d'intervention. Il y a juste eu de la logistique d'envoi d'ambulances privées, de pompiers, etc. Mais vraiment pas de sortie SMUR. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir trouvé la journée hyper intéressante pour tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pris beaucoup de notes sur comment, pareil, quelles sont les questions qui sont posées, par qui, quand, quels sont les moyens adaptés à chaque... Alors c'est pas du coup, c'est des diagnostics, mais j'ai trouvé ça hyper impressionnant d'ailleurs. La faculté que ces médecins ont à poser un diagnostic en ne voyant la plupart du temps rien du tout, ou en tout cas à définir les critères d'urgence et à réagir. C'est de nouveau moi, je vous reprends après une petite pause pour vous raconter du coup ma dernière immersion que j'ai pu faire au service des urgences donc d'un CHU. J'ai été accueillie cette fois par la personne qui avait organisé donc les 2 journées SAMU et CHU. Et qui terminait sa garde de nuit et donc m'a confié à une docteure qui a été adorable et que j'ai pu suivre comme son ombre toute la journée. Donc les horaires en tout cas dans le CHU où j'étais c'est en 8h30, 18h30 avec du coup le staff à 8h30 le matin. L'idée étant donc de se passer les patients de la nuit, ceux qui sont encore sur place en tout cas, en expliquant rapidement quelles ont été
les examens complémentaires qui ont été demandés, qu'est-ce qui est attendu à peu près. Donc après le staff, j'ai suivi la docteure partout. Elle a d'abord rendu visite à ces patients-là qui étaient donc arrivés pour la plupart la veille en fin de journée. Elle a fait les demandes d'examens complémentaires. Elle a réorienté un diagnostic parce qu'elle a obtenu des informations supplémentaires en voyant la patiente par rapport à ce qu'avait pu voir son collègue durant la nuit. Ensuite, on a commencé à prendre en charge les nouvelles arrivées tout en cherchant des lits. Une des grosses parties de l'activité, au-delà du fait de voir le patient et donc de définir un diagnostic, c'est de trouver où placer ce patient. Est-ce qu'on va pouvoir le traiter et il va pouvoir sortir, ou est-ce qu'il va falloir l'hospitaliser? Si oui, dans quel service? Est-ce que les services ont de la place, etc. En fait, je suis passée par 2 blocs d'urgence. Celui où j'ai passé la majorité de mon temps, c'était le bloc des urgences couchées. Donc ça veut dire que c'est des patients qu'on peut pas garder ni assis, voilà, ils peuvent pas sortir tout seuls en tout cas, donc voilà. J'ai pas vu les petites urgences du type plâtre ou suture, etc. Je suis passée aussi à la sauve, donc là pour le coup c'est les urgences vitales. Et j'ai trouvé ça étonnamment moins intéressant, sûrement à cause des cas qui étaient présents à ce moment-là. J'ai adoré cette journée parce que j'ai trouvé l'exercice, en tout cas le peu que j'en ai vu, parce que voilà, sur 10 heures c'est peu, hein, on va pas se mentir. C'est extrêmement polyvalent, il y a de tout. On a vu de tout, alors principalement des personnes assez âgées, mais pour des symptômes vraiment différents. On a vu des vertiges qui étaient peut-être liés à quelque chose de neurologique, on a vu des problèmes respiratoires, des problèmes liés à peut-être l'intoxication suite à des vapeurs toxiques, une fracture du fémur chez un sujet relativement jeune. Voilà, vraiment plein de choses. Alors il n'y avait pas d'enfants parce que c'était les urgences adultes, donc c'est à partir de 17 ans. Mais d'ailleurs on a vu une jeune fille amenée par le SMUR, si je ne me trompe pas, parce qu'elle s'était cognée la tête donc à 17 ans, donc pile poil l'entrée dans les urgences adultes. Donc vraiment des cas très 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 variés. Et j'imagine que voilà, c'était un échantillon sur une journée, mais quand c'est sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et qu'en plus on tourne entre les différents blocs et qu'on fait le bloc des petites urgences debout, le bloc des urgences allongées, il y a aussi une partie dédiée aux urgences thoraciques, cardiaques, et du coup la partie d'urgence vitale. C'était passionnant, voilà, j'ai adoré. Je dirais que le seul truc qui me plaît peut-être moins dans cet aspect-là, c'est la partie suivi de patient. La relation qui se crée avec le patient en médecine générale est pas du tout là en médecine d'urgence. Par contre, en médecine d'urgence, on a un travail d'équipe incroyable, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, ce qui est pour le coup beaucoup moins le cas en médecine générale. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux en fonction de ce qu'on préfère et de comment on se voit exercer. Ce qui est certain, c'est que avoir vu toutes ces choses en un laps de temps relativement court, hein, parce que j'ai pu faire tout ça entre fin novembre et fin février, ça m'a projeté à fond dans ce métier-là, dans ces études-là. Pendant ma journée aux urgences, en plus de la médecin, j'ai également suivi 2 étudiants en médecine. C'était leur premier stage d'externat, c'est-à-dire que c'est leur 4e année de médecine et leur début de stage terrain. Donc en fait, eux, ils sont vraiment chargés au début de faire les entrées, donc d'aller voir le patient pour la première fois et de lui poser tout un tas de questions. C'est très normalisé pour identifier ces symptômes et avoir plusieurs pistes de diagnostic et ensuite en discuter avec le chef, avoir des validations sur les examens complémentaires, etc. J'ai eu la chance d'en suivre 2. Une toute jeune fille, du coup post-bac, plus 4 ans, donc elle devait avoir 22, 23 ans max. Assez impressionnée visiblement, c'était son 2e jour. Je la sentais pas super à l'aise et en même temps ça se comprend. Et à côté j'ai rencontré un externe passerellien de je pense 45 ans qui était dans l'informatique lui aussi, admis en passerelle il y a 3 ans. Et j'ai senti tout de suite la différence sur la présence auprès des patients,
je vais pas dire la confiance, parce qu'il a eu les mêmes cours que la jeune fille, voire même une année de moins, mais il y a quelque chose de plus construit, de plus mature dans la relation aux autres, et donc dans la relation patient, et aussi dans la relation avec les seniors, qui a un aspect très rassurant, et je me dis waouh, ouais, c'est comme ça que je me vois dans 3-4 ans, c'est là que je veux être, c'est ça que je veux faire. Je suis extrêmement reconnaissante pour ces expériences qui m'ont permis, je pense que mon projet était vraiment déjà bien mûri, mais qui m'ont permis de me rassurer sur le fait que c'est possible, sur le fait que c'est ce que je voulais faire, sur le fait que j'y serai, je pense bien. Ça va être difficile, ça va être long, mais j'y serai bien. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. L'idée c'était vraiment de vous parler de ces immersions qui ont renforcé mon dossier et je l'espère me permettront d'aller au moins jusqu'à l'oral. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode.